Chers amis, ceci est une séance inaugurale. C'est d'ailleurs une inauguration un peu curieuse, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on a commencé à travailler depuis ce matin, mais on a gardé le titre. Et la qualité des personnalités qui entourent, qui font cette session, font qu'on a maintenu le mot inaugural, mais surtout c'est une session passionnante. Enfin, je l'espère. Je voudrais tout d'abord vous dire à tous et à tout au nom de toute l'équipe du Cercle des économistes, sa présidente, Françoise Benamou, et de toute l'équipe de Mermoz qui a organisé les rencontres d'Aix, vous souhaiter la bienvenue et vous dire à quel point on est bien parti. Donc ça va être très intéressant, mais je vais vous dire ça en 2 mots dans un instant. Je voudrais dédier cette session, cette 24e session des rencontres économiques d'Aix-en-Provence à nos amis disparus, Philippe Martin, que tout le monde aimait ici. Et si vous me permettez, je pense que, comme on l'a fait ce matin, on pourrait l'applaudir. Maintenant, 2 mots sur l'histoire de ces rencontres, telles que nous les avons vécues depuis 6 mois, 8 mois, et puis les 3 dernières semaines, avec la dissolution hasardeuse, disons, qui, en tous les cas, nous posait problème. Il y a 8 mois, nous avions décidé de lancer un programme optimiste, alors que nous sentions tous que toutes les formes de violence diverses et variées, violences internationales, violences en Europe, violences verbales, violences évidemment violences guerrières, violences à l'intérieur des pays, nous sentions bien qu'il y avait des problèmes qui étaient en train de surgir. Pour ma part, et permettez-moi de le dire juste de manière absolument immodeste, mais j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Un monde de violence », il y a 10 ans, mais il est épuisé, donc vous n'êtes pas du tout obligé de le lire, mais il était très bon. Et il était très bon. Et là-dessus, on a imaginé, avec toute l'équipe de Mermoz, avec toute l'équipe notamment des programmes de Marion, etc., cette idée d'être plutôt positif. Arrive la dissolution, le dimanche, vers 20h, 20h30. Là-dessus, je dois dire que depuis cette dissolution, nous n'avons pas arrêté une seconde. Il a fallu, et ça a été vraiment le travail formidable de l'équipe de Mermoz, il a fallu réorganiser le programme. Il a fallu sortir les politiques. D'ailleurs, ils sortaient eux-mêmes puisqu'ils étaient tous candidats. D'ailleurs, curieusement, ils auraient fait mieux de venir ici parce qu'ils ont tous été battus. Mais bon. Et là-dessus, où ils n'étaient pas candidats. Mais on a conservé les syndicats, on a conservé donc cette idée que l'on allait discuter de cette manière de relier les mondes, et notamment avec une petite tendance à parler un peu de la France. Excuse-moi Laura, on va parler un peu de la France parce qu'il y a ces élections demain et après-demain. Et donc, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Là-dessus, je vais vous surprendre, mais autant cette dissolution est stupide pour la France, pour un pays, autant c'est bon pour les rencontres économiques d'Aix. C'est une chance. C'est une chance parce que depuis 23 ans et demi, 24 ans, nous avons, avec beaucoup de persévérance, fait des propositions, imaginé des solutions, etc., etc. Inutile de vous dire qu'à 99% des propositions, comme toutes les propositions d'économistes, n'intéressent que peu les autres qui ne sont pas économistes. Et nous nous sommes dit, il y a quand même 2 tiers des Français, mais les mouvements de cette nature ont touché toute l'Europe, et ont touché aussi les États-Unis. Donc c'est un mouvement qui dépasse largement le problème purement français. Pourquoi les gens ont cette colère? Et nous nous sommes dit, et je termine là-dessus, nous nous sommes dit que ce serait formidable si on arrivait à repérer, peut-être pas de manière
exhaustive, mais si on arrivait à repérer la dizaine de problèmes non traités, non résolus, non abordés, sauf du baratin, depuis 20 ans en France, on ferait, et si on avait des pistes qui vont sortir de toute en session dans les 2 jours, avec un compte-rendu qui rendra compte de tout cela, à ce moment-là, nous ne serons absolument pas utiles pour lundi, à l'exception des remarques que le Cercle économiste fera plus généralement, mais nous serons utiles dans 2 ou 3 mois, quand on sera peut-être revenu dans des situations plus habituelles, où on peut discuter, débattre, et à ce moment-là, les 10 sujets que nous aurons mis sur le sommet de la pile, sur lequel nous nous dirons, je prends un exemple, un seul, nous avons 1,5 million de jeunes qui sont désocialisés dans notre pays. C'est hallucinant. Il n'y a aucune raison que ceci ait lieu. Ce 1,5 million, il y a le même pourcentage de gamins qui ont envie d'avoir des vies normales. On n'est pas foutu depuis 20 ans de résoudre ce problème-là. Et donc, ça fait partie de la liste. On va le retrouver dans toutes les sessions. Mais nous serons peut-être, et je l'espère, très utiles dans cette succession ou cet ensemble de quelques suggestions qui seront à ce moment-là fournies aux gens qui reprendront peut-être de manière plus rationnelle, plus paisible, plus civilisée les problèmes tels qui se posent à nous. Ayant dit cela, et vous ayant à peu près convaincu, ou même complètement convaincu de l'intérêt du sujet, notre séance avec ces 6 personnes va être absolument top. Ils sont tous incroyables. Ils vont tous parler de relier les mondes à leur manière à eux. C'est en ça que c'est quand même une session un peu particulière. Et je leur ai donné, ou je leur donne à tous, un mot sur lequel ils vont élaborer. Ils le savent depuis 5 minutes, donc ils ont eu le temps de le préparer. Et il n'y a que Mario qui a eu 2 mots parce qu'il a été Premier ministre. Voilà. Alors, Mario, je les présente rapidement. Mario, ancien Premier ministre italien, commissaire, enfin, une personnalité exceptionnelle. Elisabeth, elle a une histoire aussi incroyable, puisqu'elle a été à la fois un grand patron d'entreprise, elle a été la première patronne de Hewlett-Packard pour les 54 pays africains, pendant 2 ans ministre, et maintenant elle anime, elle fait plein de choses, mais elle anime une association qui s'appelle la puissance du lien. Ça tombe bien, la puissance du lien pour relier, franchement, c'est sympa d'avoir trouvé ce nom-là. Après, il y aura M. Altmaier, qui est, comme vous le savez, l'ancien ministre, il a fait plein de choses, mais l'ancien ministre de l'économie et de l'énergie allemand, et il est top. Il est déjà venu, il avait fait un débat, c'était super, enfin bon, c'était super. Je me tourne vers la gauche, après Laura Tyson, que tout le monde connaît, et qui a fait des tas de choses partout. Il est encore professeur à Berkeley, mais elle a surtout été la présidente du comité des économistes de Clinton, et ça, franchement, pour nous tous, c'est formidable. Après, nous avons Madame Milan, qui est un peu, si on fait la moyenne entre Mario, moi et vous, on doit arriver à 45 ans, donc c'est bon. Et elle est une femme qui a été la première à traiter des problèmes d'énergie dans la pré-COP 26. Elle est libanaise et elle est incroyable, elle a des prix de partout. Et puis on terminera par notre ami M. Kennedy, que tout le monde connaît. Alors il voudrait être tout à l'heure négatif, mais on va lui apporter un peu de rosé, ça va changer. Et il est Douglas Kennedy, tout le monde le connaît. Et moi, j'ai aimé ce très très beau livre. Il en a écrit 30, etc. Mais la femme du 5e, parce que moi j'en ai une du 7e. Tout ça pour dire que les 5 mots sont les suivants. Pour Mario, c'est rationalité et apaisement. Et paix. Comment est-ce qu'on calme? Oui, P3 maintenant, tu en as 3. Parce que tu as été un grand Premier ministre.
Pour Elisabeth, ce sera humanisme, parce que toute sa vie, c'est dédié à ça. Pour Peter, ce sera coopération, parce qu'il est assez inquiet, à juste titre, sur les coopérations en Europe et, la coopération entre notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, tous les grands pays. Pour Laura, ce sera le mot, je ne me souviens plus ce que je lui ai dit tout à l'heure, mais ce sera... Voilà, le nouvel ordre international, le nouveau développement international. C'était très intelligent, le nouveau développement international. Donc, très précis, mais comme elle le fait en anglais, je me suis un peu trompé. Pour vous, ce sera la jeunesse. Et pour Douglas, je viens de changer, ce sera l'optimisme. Non, ce sera la culture, évidemment. Voilà. La parole pour 8 minutes. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit... J'ai été trop bavard, donc ils n'ont plus que 7 minutes 30. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Alors, j'ai parlé de mon livre, en toute modestie, mais il y a un livre beaucoup plus important. Mario vient de sortir, il y a quelques jours, un livre formidable qui s'appelle Démagonie. Donc, tu vas le traduire en français parce que j'ai peur de faire une erreur. Where the Politics of Illusions Leads. Donc, c'est comment est-ce que le baratin des politiques depuis 20 ans entraîne finalement et totalement l'amorce de la mort de la démocratie. Ça te va? Comme ça. Et ce livre est un livre top. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Hervé. J'avais pensé qu'en proposant un néologisme, au moins au jeu de se voir attribuer un mot chacun, ce néologisme aurait eu quelques probabilités de m'être attribué. Non, j'ai eu droit à 3 mots un peu plus compliqués: rationalité, apaiser, paix. Ils sont en rime en plus. Oui, et en plus, j'ai eu droit à me voir imposer ma langue préférée, qui est le français, qui n'est pas celle que je parle le mieux parmi les langues étrangères. Mais je suis ravi d'avoir cette occasion pour l'améliorer ultérieurement. Rationalité, et le sujet général est quand même celui de relier le monde. Pourquoi relier le monde? Donc, est-ce qu'il faut relier le monde? Ma remarque initiale est que jamais les mondes n'ont été aussi reliés qu'ils le sont aujourd'hui. Mais si je peux dévier un instant, c'est a lot of connection et avec très peu de compréhension, very small understanding. So I will put it, je le mettrai dans le sens que nous avons des connexions croissantes et des compréhensions décroissantes. Les connexions croissantes, c'est inutile de le documenter, nous le savons tous. Mais j'ai l'impression que, en dépit de ces connexions croissantes, le plus on se connecte, le plus chacun tient à sa propre identité et donc aime multiplier les différences, les diffidences, les conflits. Alors, effectivement, bien que je considère que les mondes sont déjà très, très reliés, il faut relier le monde, mais dans le sens de essayer qu'à la connexion reliée s'accompagne la compréhension. Parce que souvent, on ne fait même pas l'effort de comprendre les autres, on préfère rester dans sa propre niche de conviction et de
hostilité vers les tiers. Alors, dans les 6 minutes qui me restent, je voudrais décliner la nécessité de relier le monde davantage à trois niveaux. Au niveau de la gouvernance multilatérale, au niveau européen et au niveau national. Au niveau de la gouvernance multilatérale, nous assistons à des fractures à l'intérieur même des organisations qui existent. Lorsque j'étais Premier ministre, j'ai participé à un G8 à Camp David. Désormais, le G8 est devenu 7 parce que la Russie, disons, a été invitée à ne plus se présenter. Le G20 reste le G20, mais depuis 2 ans, il est impossible d'obtenir des résultats vraiment de cohésion dans la gouvernance internationale à cause des lignes de rupture entre la Russie et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis. Alors, la nécessité de relier au niveau de la gouvernance multilatérale ces mondes en fracture croissante est plus grande que jamais. Pourquoi? Parce que si on considère l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, chacune a besoin d'un haut degré de cohésion pour faire son travail dans ces différents volets de la mondialisation. Mais tous, en plus, ont une fonction qui n'était pas reconnue il y a 10 ans. Ils participent toutes ces organisations, du devoir de fournir les biens publics globaux, qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, de la paix, de la coordination des phénomènes migratoires, etc. Deuxième niveau, l'Europe. Là, le pivot ou le non-pivot est celui de la collaboration franco-allemande, donc je n'ose pas y entrer trop. Mais je dirais un mot de l'Europe est apaisée. S'il y a un de ces mondes qui nous sont impartis aujourd'hui, dans lesquels je ne plaiderai pas seulement pour l'apaisement, mais aussi pour une certaine mesure d'insurrection, c'est bien l'Europe. Je crois que le besoin d'Europe est aussi clair qu'il ne l'a jamais été. Je crois qu'il n'est pas encore assez clair que la construction institutionnelle de l'Europe a un très très grand problème, c'est-à-dire au top, il y a le Conseil européen qui est composé par les 27 chefs d'État et de gouvernement, qui avait été conçu par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt pour être une cellule de perspective stratégique. Désormais, il prend n'importe quelle petite décision dans un esprit évidemment national et nationaliste, parce que c'est 27 chefs nationaux qui sont appelés au décider. Et alors, il faut que nous, les citoyens, on se rende compte que si nous voulons cette Europe puissance, compétitive, stratégique, les grands mots sont utiles, mais les grandes difficultés sont au niveau national de chacun de nos États membres. Donc, il faut quelque forme d'insurrection des citoyens contre le pouvoir national, sinon nous n'aurons jamais l'Europe que tout le monde dit être nécessaire. Dernièrement, je me suis aussi occupé comme réflexion et comme action de relier le monde au niveau national. Et ici, permettez-moi d'être assez brutal et de conclure avec la concision qui exige la brutalité. Je trouve que 2 grands pays sont particulièrement en crise en ce moment dans le monde. Ils ont en commun une structure de décision qui est celle que les gens de ma génération ont étudiée à l'école et à l'université comme admirable, des républiques présidentielles.
Je m'en occupe parce que dans mon pays, l'Italie, le gouvernement actuel est en train d'essayer de changer la Constitution pour emprunter l'aspect essentiel en négatif, selon moi, qu'ont ces deux grands pays, c'est-à-dire le fait que le chef du pouvoir exécutif de l'État, le président aux États-Unis, le président en France, le Premier ministre dans la réforme voulue en Italie, sont directement élus par le peuple. Et donc cela entraîne, je terminais, cela entraîne deux nécessités, la fracture en deux de la société et du monde politique, parce qu'il y a ceux qui ont le pouvoir et les autres. Et alors, moi j'ai eu l'occasion d'être appelé pour, disons-le, pour sauver l'Italie dans un moment où il y avait un gouvernement, celui de M. Berlusconi, qui ne parlait pas à l'opposition du Parti démocrate. L'Italie était partie vers la faillite, avec conséquences dans toute l'Europe. On les a fait parler ensemble, on a pu résoudre le problème. C'est pourquoi, grande coalition, gouvernement technique, tous ces mots de zoologie nouvelle pour la France paraissent dans vos journaux, mesdames et messieurs. Et je m'arrête ici, pas seulement parce que les signes de stop vont être de plus en plus évidents et même agressifs. Merci. Pour 8 minutes, Elisabeth. Et je te demande d'être particulièrement attentive parce que quand elle part, elle part. Oui, merci. Comme vous voyez, Monsieur le Président, je contrôle la minute des autres. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment extrêmement heureuse d'être ici avec vous tous. Et comme vous avez vu, les 8 malheureuses minutes que Jean-Hervé m'attribue avec la complicité de Douglas, j'ai décidé, parce que le sujet de l'humanité est tellement long et on lui a donné tellement de place dans nos débats publics aujourd'hui que je pourrais vous en parler des heures. Alors j'ai décidé d'écrire mon message pour être sûre de tenir le timing. Et je voudrais commencer par vous dire combien c'est précieux d'être tous ensemble ici, à un moment où le dialogue, l'écoute et les vrais échanges dans le respect des opinions de chacun sont devenus tellement rares, où le bruit des conflits devient absolument assourdissant, où la profondeur de nos réflexions doit se réduire à des tweets ravageurs de quelques mots. Eh bien, je voudrais vous dire combien je suis heureuse de participer à ces débats où, enfin, peut-être qu'on va pouvoir se dire les choses sans langue de bois et essayer de faire progresser notre humanité. Depuis une dizaine d'années maintenant, je viens ici apprendre et m'inspirer des experts qui ne sont... Messieurs, sorry, can I ask... Sorry, hey, gentlemen. I'm sorry. Okay. No, please do not comment now. We will do that later on. So, tu m'enlèves ça de mes minutes. Non, hein? tu ne vas pas réduire, il va y avoir 8 minutes. Donc, donc je reprends. Donc, depuis une dizaine d'années, maintenant, je viens apprendre et m'inspirer des experts qui ne sont pas justement de mon monde. Et j'ai eu le plaisir d'intervenir régulièrement depuis 5 ans maintenant, d'abord dans mon rôle de présidente de Lenovo en France, dans mon rôle de présidente de Hewlett-Packard Afrique. Et lorsque j'étais ministre aussi en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et c'est probablement la raison pour laquelle, Jean-Hervé, tu as souhaité que je parle de l'humanité. Et je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais ressenti autant d'émotions contradictoires et diffuses en m'exprimant ici à Aix. Parce que comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai une conscience exacerbée des transformations de notre époque. Et je sais que nous écrivons en ce moment une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. La bonne nouvelle,
c'est que nous avons la chance de pouvoir décider du chapitre que nous écrirons individuellement et collectivement. La mauvaise nouvelle, c'est que cette responsabilité nous oblige et que tout le monde ne souhaite pas porter cette obligation qui peut sembler inconfortable à maints égards. La France traverse une période tout à fait vertigineuse. Cette période me trouble si profondément qu'il y a quelques semaines, j'en ai perdu le sommeil. Et j'ai l'impression que tout le monde dans notre pays aujourd'hui ne parle que de ça, avec une excitation et un enthousiasme étrange pour certains et une angoisse palpable pour d'autres. Alors vous pourriez me dire que beaucoup de pays dans le monde vivent ces transformations. Oui, c'est vrai. À la différence près que notre pays a la particularité d'avoir activement participé au siècle des Lumières, caractérisé par un grand développement intellectuel qui se proposait de promouvoir le rationalisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et les superstitions. Que ce pays, je vous le rappelle, s'est construit sur un concept philosophique, juridique et politique selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables et sacrés, quel que soit le monde auquel il appartient, quel que soit son genre, quelle que soit son origine sociale, sa nationalité, sa religion ou sa culture. Mais si nous parlons aujourd'hui de la nécessité de relier les mondes, eh bien c'est parce que, nous avons conscience que ces valeurs ou ces idéaux se sont peu à peu érodés, et 2, nous avons juxtaposé tellement de mondes parallèles que nous ne vivons plus ensemble depuis bien longtemps. C'est comme si nous cohabitions dans le même appartement, mais nous avons construit tellement de murs que nous ne nous parlons plus, et donc nous ne nous comprenons plus, et nous nous méfions les uns des autres, et nous nous craignons toujours plus. Et certains d'entre nous, hommes, femmes, jeunes, seniors, eh bien nous avons perdu l'espoir de possibles réconciliations. Alors pourquoi je vous parle des relations entre humains ici? Parce que je crois que nous n'arriverons jamais à relier les mondes si nous ne parvenons pas d'abord à relier les êtres humains qui constituent ce monde. Parce que la matière monde, notre planète, la Terre, avec ses habitants, ses animaux et son environnement plus ou moins naturel, n'ont de sens que par l'expérience que nous en avons. Et l'homme a imaginé que son progrès consistait d'abord à dominer la nature. Et une fois que la nature eut subi ses assauts, il a décidé de dominer sa propre espèce, à savoir l'animal, et puis l'homme lui-même, et bien sûr la femme. Nous avons hiérarchisé les êtres humains jusqu'à en déshumaniser certains pour les utiliser comme des outils de production. Nous avons stigmatisé les personnes différentes, comprenez là les femmes, si, les femmes sont considérées comme différentes, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, les personnes âgées, les personnes pauvres, bref, rien que 80% de la planète. Pour reprendre le parallèle avec l'appartement, en 1967 déjà, l'historien médiéviste Lynn White écrivait qu'en dehors de l'être humain, aucune créature n'avait jamais souillé son habitat avec autant de rapidité et d'avidité, motivée par son rapport d'exploitation et de domination. Aujourd'hui donc, le progrès et la puissance des nations peut se résumer à un seul chiffre. Dis-moi quel est ton taux de croissance et je te dirai si tu es important ou pas. Peu importe les moyens, seul le résultat compte. Peu importe la surexploitation de nos ressources humaines et naturelles, seule la performance économique vous donne droit à la parole, parfois au respect ou à la considération. Qu'une grande partie de la population humaine soit exclue du PIB mondial importe peu. Que les inégalités explosent, ce n'est qu'un dommage collatéral. Que la planète s'épuise, après nous le déluge. Alors comment voulez-vous réconcilier les mondes dans un tel contexte? Mais en vérité, est-ce que nous avons besoin de réconcilier les mondes? Moi, je crois que le monde est parfait tel qu'il est. Je crois que le problème, c'est ce que nous en faisons. Et c'est ça qui doit nous interroger. C'est notre soif de prédation, de domination et d'exploitation qui nous emmène collectivement dans le mur. Je ne crois pas qu'il y ait des mondes.
Je crois qu'il y a un monde et de multiples perceptions, réelles ou virtuelles, selon notre éducation, notre environnement, nos institutions, nos fréquentations, nos états d'humeur, etc., etc. Et permettez-moi de partager avec vous un petit bout de mon histoire personnelle pour illustrer mon propos. Non pour parler de ma vie, mon œuvre, mais pour ouvrir de nouvelles perspectives et illustrer le sens de notre existence collective. Je suis née aux îles du Cap-Vert pendant la colonisation portugaise. Bon, ça va, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 50 ans. Hein. C'était un pays où la pauvreté était omniprésente. Et sur ces 500 ans d'existence, le Cap-Vert a connu 143 ans de famine causée par les sécheresses comme une préfiguration des défis climatiques que nous vivons. En 1976, un drame familial nous a forcés à quitter précipitamment notre petit archipel pour le Portugal et puis ensuite la France. Pas par choix, mais pour une question de survie. Ce déplacement a marqué le début de mon voyage entre plusieurs mondes. J'étais trop petite pour avoir conscience de la différence géographique liée aux frontières dessinées par les hommes, mais j'étais suffisamment grande pour constater immédiatement les différences entre mon monde de départ et mon monde d'arrivée. L'eau courante dans tous les robinets, l'électricité dans tous les appartements, les voitures nombreuses dans les rues, les hôpitaux parfaitement équipés. J'étais presque dans Voyage vers le futur. J'ai dès lors commencé à naviguer entre les mondes très différents que sont l'Afrique et l'Europe. Puis j'ai commencé à travailler et j'ai découvert l'Asie et les Amériques. J'ai ensuite évolué dans des mondes professionnels très différents tels que le bâtiment ou les nouvelles technologies, celui de la magistrature, des associations ou de la politique. Ce dernier monde étant le plus étrange de tous ceux que j'ai fréquentés. Ces différentes expériences m'ont appris à tisser des liens entre des mondes apparemment disjoints, le monde des hommes et celui des femmes, le monde des riches et celui des pauvres, le monde intellectuel et celui des ouvriers, le monde des quartiers populaires et celui de la bourgeoisie, le monde des intellectuels et celui des illettrés, le monde des privilégiés et celui des défavorisés. Ce que j'ai retiré de ces différentes expériences, c'est que les humains qui les composent, quel que soit leur continent de naissance, leur sexe ou leur âge, sont tous les mêmes. Ils aspirent au bonheur, à la santé, à la reconnaissance et au respect, à la sécurité, à l'amour, à la connexion et à la prospérité. Et certains d'entre eux se battent avec espoir, désespérément. Parce que les crises économiques, environnementales, sociales ou politiques mettent en lumière les injustices profondes de notre système actuel. Et cela nous fait peur. Et que lorsqu'on a peur, eh bien on se replie et on cherche des boucs émissaires, exactement ce que nous sommes en train de faire en ce moment dans notre pays. Et de toutes les crises que nous vivons, je pense que la crise de l'humanité est la plus violente et la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle dévoile les aberrations de notre mode de fonctionnement humain et de notre modèle de développement basé sur l'exploitation illimitée des ressources naturelles et des individus. Alors la réponse la plus simple, Jean-Hervé, que j'ai pour ta question, à savoir pourquoi on doit relier les mondes, eh bien simplement parce que c'est une question de survie de notre humanité, parce que nous faisons face à trop de mots MAUX pour qu'un seul homme, une seule femme, un seul État, une seule nation, une seule organisation internationale ait la possibilité de les résoudre tous. Beaucoup de nos défis sont globaux, on l'a vu avec la crise sanitaire, et aucun d'eux ne peut être résolu de manière isolée. Alors pour relier nos mondes, nous avons besoin de donner un sens concret à nos décisions, et pour y arriver, il y a deux conditions essentielles. D'abord, une vraie vision et la formulation d'alternatives basées non sur la domination, mais sur la philosophie, l'histoire et la science. Ensuite, la construction d'institutions solides, non seulement politiques, mais aussi cosmopolitiques, c'est-à-dire qu'il est grand temps pour notre humanité de réfléchir à la direction que nous souhaitons prendre pour l'avenir de notre planète, de ses habitants actuels et des générations futures. On dit que derrière chaque crise, il y a une opportunité, et je crois que dans ces moments où les valeurs d'humanité et de dignité semblent perdues, eh bien notre responsabilité est de croire en leur retour et de les restaurer. Et je vais terminer avec cette magnifique citation de Camus, qui disait que chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Notre tâche, mesdames et messieurs, consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Je vous remercie.
À mon avis, la seule personne avec laquelle j'aurai de l'autorité, c'est Peter Altmaier, parce que, voilà. Alors, Peter, c'est vraiment pour 8 minutes. C'est 8 minutes. Merci beaucoup, Jean-Henri. Et je m'excuse de fond de mon cœur de cette coopération germano-italienne inattendue au début de votre intervention. C'est une issue relier les mondes, relier les Italiens et les Allemands, mais notamment relier les Européens. Et je souffre et je pleure quand je vois l'état lamentable de la coopération franco-allemande qui n'existe plus depuis 2 ans et demi. C'est une coopération qui était toujours difficile. Et mes amis italiens, espagnols, danois, néerlandais n'ont jamais été ravis de cela. Ils se sont méfiés. Mais maintenant, ils m'approchent et disent « Nous avons des soucis parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus et ça risque de bloquer tout le processus de la coopération européenne. » Et vous avez raison en disant ça. Nous avons une crise mondiale avec l'agression russe, avec la guerre russe contre l'Ukraine, avec les évolutions aux États-Unis et dans d'autres régions mondiales. Et il nous faut cette coopération. Nous avons travaillé pour cela pendant 7 décennies. Et on ne peut pas admettre aux dirigeants de nos pays de les laisser disparaître tout d'un coup. Il est plus nécessaire que jamais. Et je voudrais faire appel à vous tous qui vous êtes présents ici, de faire des initiatives et de travailler pour cela. Et je le dis à mes propres dirigeants politiques chez nous. À l'époque, quand le président Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir à Élysée, c'était la chancelière Angela Merkel qui était déjà là depuis 10 ans et il a respecté ça finalement et aujourd'hui c'est le président Macron qui est ici depuis pas 10 ans mais 8 ans et il faut le respecter de la côté allemande où un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir il y a seulement 2 ans et demi. Mais il faut faire quelque chose. Deuxième remarque, nous nous attendons aux élections américaines en novembre. Et c'était clair dès le début que le ancien président Trump va se présenter encore une fois et qu'il aura des chances d'être réélu. Est-ce que nous sommes préparés à cela? Est-ce que nous avons une stratégie? Est-ce que l'Europe sera en mesure de soutenir l'Ukraine sans l'aide d'une nouvelle administration Donald Trump, si nécessaire? J'ai des questions là-dessus. Et il faut en discuter, il faut résoudre les problèmes. Troisième point, Mario a nommé ces 3 mots-clés. Moi, je voudrais le faire moi aussi, et je le dis, c'est compétition, c'est coopération, compétition et participation. Qu'est-ce que je veux dire par cela? D'abord, la coopération. Il est devenu moderne par les populistes de l'extrême droite et de l'extrême gauche de dire on n'a plus besoin de la mondialisation, on n'a plus besoin de la coopération européenne, on fera notre boulot nous-mêmes. Non, c'est pas possible. C'était pas possible depuis le début du XXe siècle d'ailleurs. C'était plus possible depuis la fin de la guerre mondiale. L'intégration européenne a été commencée dans les années 50 avec la promesse coopération pour augmenter le standard de vie de nos peuples. C'est inscrit dans les traités de Rome, qui ont été signés d'ailleurs dans la même salle au Capitole où le Sénat romain a fait ses réunions il y a 2000 ans. Et là, c'est notre devoir, c'est notre mission, et il faut délivrer. Et troisième observation dans ce contexte, pourquoi relier le monde? C'est très clair. Il y a une déception qu'on retrouve partout dans nos peuples, en France, en Italie, en Allemagne, un peu partout au Royaume-Uni. On le retrouve en Afrique, on le retrouve en Amérique du Sud. Ce sont des gens qui ont peur que nous les avons oubliés, que nous ne sommes pas en mesure de répondre à leurs questions. Et ils cherchent une solution en votant pour les partis populistes. Mais franchement, je ne connais aucun gouvernement populiste en Europe ou en dehors de l'Europe qui a jamais tenu ses promesses. Ils ont commencé avec des promesses et ils ont terminé avec une situation qui était pire que jamais.
Mais ce n'est pas une excuse pour nous, pour les partis du centre, pour les partis qui sont au pouvoir dans nos pays. Et quelles sont les questions? Les questions en France, en Allemagne, sont très simples. Nous avons travaillé pendant toute notre vie. Nous avons achevé un standard de vie raisonnable. Nos enfants sont des étudiants ou des ouvriers, partout ils gagnent leur vie. Quelle sera la conséquence de nos actions nécessaires, et je dis nécessaires, pour la protection du climat? Est-ce que nous pouvons payer les comptes pour l'électricité, pour le déplacement en voiture, pour l'amélioration énergétique de nos maisons? Qui va nous donner l'argent nécessaire? Vous avez l'argent pour tout faire, mais qu'est-ce que vous allez faire pour donner une garantie à nous? Et ça, c'est une question qui n'est pas encore répondue. Aujourd'hui, la coalition en Allemagne s'est mise d'accord sur le budget pour 2025, mais j'ai regardé brièvement, je n'ai rien trouvé là-dessus, et les questions ne sont toujours pas répondues. Pour donner une réponse, il faut une économie forte. Et dire, Hervé, ce que je voulais dire, les rencontres économiques, ils ont beaucoup fait pour relier le monde, depuis toujours. Et je suis très reconnaissant et je voudrais dire merci à toi, personnellement, à ton équipe, à tous les qui ont coopéré. Mais il faut faire encore beaucoup plus. Nous avons ici les Européens, les Français et les Allemands. Moi, j'étais invité par la Fondation Bertelsmann il y a quelques années en Indonésie pour une discussion avec des jeunes leaders asiatiques, des jeunes Chinois, Vietnamiens, Bangladesh, Inde, de Thaï, tous les pays qui sont en train de se développer. Et tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes ont eu les mêmes convictions, les mêmes idées, les mêmes besoins qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie. Il faut relier le monde. Il faut faire appel à ceux. Évidemment, il y a des pays qui ne sont pas des démocraties. Et je pense, et je suis convaincu, et je reste convaincu, que les démocraties sont beaucoup mieux pour les peuples que les régimes autoritaires, totalitaires, qui existent toujours dans le monde. Mais il faut comprendre pour résoudre les problèmes mondiaux, les défis mondiaux, il nous faut une coopération, une économie forte. Et pour avoir une économie forte, tout en protégeant le climat, il nous faut une coopération avec les pays en Asie, avec les Indes, avec la Chine. La Chine est en train de produire le plus de CO2. Et sans la Chine, on ne va pas arriver à protéger le climat. Sans la Chine, sans l'export et l'import des produits, on sera moins de bien-être que nous sommes aujourd'hui. Troisième point, dernier point que je voulais adresser, c'est il faut, si on veut donner l'impression, et non seulement l'impression, mais l'assurance au peuple en Afrique, où les Russes et les Chinois ont progressé énormément les dernières années. Et pourquoi est-ce qu'ils ont progressé? Ils ont progressé parce qu'ils sont déçus des Européens. Emmanuel Macron et Angela Merkel, ils ont toujours dit qu'il faut faire le compact avec l'Afrique. Mais ils ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour les chemins de fer, pour les trains qui doivent être construits pour faire face à la population croissante dans tous les pays africains? Les Chinois ont donné l'argent, sous des conditions d'ailleurs pas trop favorables. Les Russes ont donné l'armement militaire et la protection militaire. Et qu'est-ce qu'ont fait les Européens? Ils ont donné des résolutions. Évidemment, les résolutions peuvent être des bonnes choses, mais ça ne suffit pas. Et quand nous avons, Bruno Le Maire et moi-même, nous avons toujours eu une coopération étroite, amicale. Nous nous avons mis d'accord sur la politique industrielle. On l'a défendue il y a 2 ou 3 ans ici, aux rencontres. Et quand nous avons fait ça parce que nous avons voulu faire une fusion entre Alstom et Siemens en ce qui concerne les chemins de fer, pour mieux affronter la compétition avec les Chinois en Afrique et en Amérique du Sud.
La Commission européenne, malheureusement, tu étais déjà parti, mais la Commission européenne a dit non. Mais les Chinois, ils ont créé le plus grand usine chemin de fer dans le monde entier. Ils ont l'argent de la banque chinoise. Ils font tous. Et qu'est-ce que nous faisons? Et le troisième point, c'est le numérique. C'est très populaire et en France et en Allemagne d'en parler. Mais nous avons le projet Gaia-X pour mieux affronter l'économie cloud qui est dominée par des entreprises américaines et chinoises qui s'intéressent. Ils s'intéressent tous pour dire stop. Et je le comprends bien sûr parce que nous sommes beaucoup et il y a plus d'arguments, mais c'est à vous, les participants, de faire pression à nous, les hommes politiques, de procéder et d'avancer. Et je suis sûr et certain, nous sommes toujours forts et nous pourrons toujours gagner cette compétition et faire un monde mieux et prospérer. Bon, j'espère que j'aurai plus d'autorité à ma gauche, parce qu'il nous reste exactement 21 minutes, et il ne vous a pas échappé qu'ils ont le droit, tous les trois, à 8 minutes. Ça va être difficile. Bon, Laura. Okay. Thank you. Eh bien, merci. Alors, déjà, je dois vous dire que j'ai jeté sur le papier quelques remarques pour cette session. Donc, je ne vais pas pouvoir toutes les lire, ces remarques, mais en tout cas, vous pourrez les lire, mes remarques. Hein. N'hésitez pas. Et puis, de toute façon, il y aura une traduction, j'imagine, en français grâce aux rencontres économiques. Maintenant, je suis là pour parler peut-être du sommet de Berlin. Et en fait, la déclaration, dans son entièreté, a été imprimée dans le monde, dans son entièreté. Et aussi dans les plus grands journaux allemands. Donc, vous pourrez lire à loisir ce que je vais dire. Ce sera dans le monde, parce que moi, je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans le monde. Tout sera noir sur blanc. Alors déjà, pour commencer, je vous remercie. Merci de m'avoir invité. C'est la 5e fois que je viens ici aux rencontres. Et à chaque fois, je suis fasciné par ces rencontres. Car j'ai rencontré des personnes ô combien importantes et intéressantes. Et j'ai énormément appris quand on parle d'établir des liens dans le monde. Et puis, je dois dire aussi que Aix est l'une des villes les plus belles au monde. Merci de me permettre de visiter cette ville une fois de plus. Bien, comme je le disais, maintenant je vais vous parler de la façon dont les interconnexions économiques sont, comment dire, en train de se fragmenter. On pourrait utiliser un autre mot, on pourrait dire se reconfigure, ou en tout cas, elle change. Parce que vous voyez, le monde, quand on regarde le monde, on voit que certains disent qu'il y a une phase d'hypermondialisation qui sûrement se termine avec la crise de 2007-2008. Regardez les mesures prises pour la mondialisation à l'époque. Eh bien, en fait, quand on regarde l'histoire, les mesures n'avaient jamais été comme celle-ci. Jamais, sauf avant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'interconnexions lorsque la crise financière est apparue. Il y avait des échanges internationaux, il y avait des échanges de personnes, il y avait des flux d'idées, des flux numériques, enfin tout. Tout coulait naturellement entre les frontières. Et à l'époque, ce que l'on croyait, c'est que, pour ceux qui étaient positifs, c'est que tout le monde en bénéficierait de la mondialisation. Et effectivement, si l'on regarde le monde, on voit en fait qu'il y a beaucoup de pays en développement dans le monde qui se sont bien développés pendant cette période. Bien sûr, si l'on regarde la Chine, déjà, mon Dieu, regardez la quantité de réduction de la pauvreté dans ce pays, et ceci en très peu de temps. La mondialisation a apporté ça, ça a réduit les inégalités dans de nombreux pays, Cependant, il y a une augmentation des inégalités au sein même de certains pays. Par exemple, pour les classes moyennes, et là, je pense, en tout cas, du côté de la démocratie des représentatifs, les classes moyennes sont la classe la plus importante pour les démocraties. Eh bien, la classe moyenne souffre. Elle souffre. Quand je regarde la baisse
pour la population et le pourcentage des revenus des classes moyennes par rapport au premier décile, il y a une baisse. Si vous regardez même ma propre génération, moi, on m'appelle la génération des baby-boomers. 70% des personnes de mon âge sont classe moyenne. Et mon enfant, il est quoi? C'est un millénial. Il n'y a que 60% de sa génération à lui qui sera et qui est classe moyenne. Ce qui veut dire que nous avons un groupe conséquent de personnes dans nos sociétés qui se disent, eux, eh bien non, la mondialisation ne fonctionne pas très bien, en tout cas pour moi. Ils regardent dans la rue ce qui se passe, ils voient les importations qui augmentent, ils se disaient, nous, on a à faire face à la main-d'œuvre bon marché du monde entier. Ils se sont dit, quand ils regardaient les emplois, ils disparaissent autour de moi et ces emplois ne sont pas remplacés par des bons emplois. En fait, c'est plutôt des petits jobs d'ici et là. Et en fait, ce ne sont pas des emplois ou des emplois dans l'industrie manufacturière ou dans les bureaux. Non, ceux-là, ils ont disparu, ces emplois. Donc, la mondialisation fait partie du problème, mais la mondialisation n'est pas tout le problème, parce qu'il y a eu des changements technologiques qui ont amené à ces changements. Regardons les usines en Allemagne, par exemple. Eh bien, elles sont très productives. Le secteur manufacturier en Allemagne est très productif. Si regardez l'emploi lié à l'industrie manufacturière en Allemagne et aux États-Unis, il y a un déclin depuis des décennies. Qu'est-ce qui s'est passé? Les robots, la technologie du numérique, la transformation sur le lieu de travail par la technologie numérique. Et donc, plus de production par tête qui travaille. Voilà, mais il n'y a plus de travailleurs. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là pour les travailleurs, s'ils vont vers des petits jobs? C'est ça le problème. Je résume très rapidement. Alors, comment répondre? On nous dit... Les politiques nous disent la confiance. Non, je ne vous crois plus. Je perds contrôle, vous perdez contrôle. Je ne peux pas contrôler mon emploi. Je ne peux pas contrôler quoi que ce soit à cause de la Covid, à cause de la crise financière mondiale. Je perds contrôle parce que je vois que le climat a des hauts et des bas et personne ne réagit, personne ne fait rien. Rien. Je ne vous crois plus. Et voilà. Bon, je parlerai de la coopération tout à l'heure, mais là, je parle de la confiance. Quand on parle de la confiance au niveau général et mondial, il n'y a que 2 pays en Europe qui ont plus de 50% de leur population qui font confiance en leur politique. Premièrement, les Pays-Bas, deuxièmement, la Suède. La France, l'Allemagne sont comme les États-Unis, c'est-à-dire vous avez 39% de la population peut-être qui soutiennent les politiques. 40%, disons. Ça ne suffit pas dans une démocratie représentative. Cela ne suffit pas. Bien, pour terminer, une touche positive, nonobstant tout ce que je viens de dire. Eh bien déjà, la coopération. Regardez, l'invasion russe en Ukraine. Il s'agit d'une violation du droit international. C'est ce dont il s'agit. Les Européens, les Américains ont travaillé main dans la main. Ils ont coopéré pour réagir. C'est une violation du droit international. Et on ne parle même pas de cette coopération incroyable entre l'Europe et les États-Unis. Alors qu'elle existe, il y a de nouveaux pays incroyables qui ont rejoint l'OTAN. Voilà, je voulais souligner ça. Et il y a autre chose que je veux souligner. La coopération possible pour le climat. Vous allez entendre quelqu'un d'autre là qui travaille sur la COP, une jeune personne. La COP, la conférence des parties, c'est très important parce que là, on fait quelque chose. Oui, c'est lent, oui, c'est difficile, mais regardez, les États-Unis et l'Europe ont beaucoup de capital, du capital qu'on peut utiliser pour combattre les changements climatiques. Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie nous a dit que nous avons environ 70% de toutes les technologies dont nous avons besoin maintenant pour combattre les effets négatifs du changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut? De la coopération et de la finance. Coopération et financement. Nous avons le financement venant des États-Unis, de l'Europe. Il faut travailler avec le reste du monde et c'est là qu'il faut parler de la coopération avec la Chine. Je n'en ai pas parlé pour l'instant, mais c'est essentiel. Et maintenant, je vais donner la parole à une jeune qui, elle, va peut-être nous parler du climat. Et j'enlève le mot jeune. Je dois d'abord vous remercier de tout mon cœur. Je suis très heureuse d'être en France, un pays qui m'est trop cher en tant que Libanaise et en tant que jeune femme qui a toujours vu la France comme un modèle travaillant pour les objectifs du développement durable à l'échelle nationale,
européenne et internationale. Donc, aujourd'hui, je porte une triple casquette. Je suis une femme chercheuse, je suis jeune, je suis étrangère. Et c'est à ce titre que je vais parler de 3 points très précis. D'abord, comment financer la décarbonation. Nous avons parlé de la décarbonation et du changement climatique. Comment peut-on financer ce développement? 2, où se positionnent les jeunes, notamment les jeunes de la région non développée. 3, comment relier nos mondes vers 2030, une année décisive où nous devons tous aboutir à des objectifs communs. Alors, commençons. D'abord, je suis en admiration devant vous tous. Je dois dire ça, vous me montrez tous que les conditions des uns ne doivent jamais être rédhibitoires au succès et à l'aspiration à une ambition. Bon, d'abord, la condition essentielle, non négociable pour la réussite de la lutte contre le changement climatique, c'est la décarbonation et la décarbonation des industries lourdes, comme la pétrochimie. Ces industries sont essentielles à notre survie. On les utilise chaque jour dans le quotidien. Donc, et comment peut-on faire ça, sachant que le changement climatique représente une défaillance flagrante du marché actuel? Nous sommes incapables de prendre en compte l'intégration des coûts environnementaux des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans notre modèle économique. Comment peut-on réduire les coûts des technologies vertes renouvelables? Celles-ci doivent atteindre un point de basculement économique et devenir aussi compétitives, même plus compétitives que les énergies conventionnelles. Voilà un carrefour décisif dont les énergies renouvelables doivent s'imposer. Aujourd'hui, elles ne sont pas préférées par tout le monde. Elles doivent être préférées par les parties prenantes, notamment les jeunes. Les ministres européens doivent un peu réfléchir avec moi à une estimation que l'UE, pour 2050, nécessite des investissements supplémentaires de l'ordre de environ 260 milliards d'euros par an, soit 2,6% du PIB de l'UE, dans les secteurs de l'énergie, des transports et des bâtiments. Alors, je voudrais aujourd'hui tourner votre regard vers d'autres régions. Nous n'avons pas les chiffres spécifiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Comment peut-on estimer les coûts de transition de l'énergie dans ces régions s'il n'y a pas de transparence? 2. L'action des jeunes est protéiforme. L'action des jeunes est essentielle. Ces jeunes doivent faire partie des cercles éducatifs, des cercles industriels, pour acquérir les compétences nécessaires et accéder aux emplois verts. Nous devons encourager ces jeunes, parce que quand ils s'engagent, ils engagent aussi leur pays, leur gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une opportunité précieuse de réduire les disparités entre les nations, de construire un monde plus juste, un monde plus durable pour tous. 3. Atteindre ensemble les objectifs de 2030. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2024. Bientôt 2025, l'année où je joindrai la délégation libanaise à la COP29 à Bakou, Azerbaïdjan, pour parler d'un moment critique à seulement 10 ans de l'échéance cruciale de 2030. C'est une période qui marque un point médian entre 2015, où le Pacte de Paris a proposé des engagements mondiaux pour lutter contre le réchauffement climatique, et 2030, une année aux implications considérables. Si on pense un peu ensemble à ce progrès mondial, on a une image plutôt nuancée. Mais toutes les avancées qui ont été faites sont en matière de coopération internationale, des cadres politiques, et on voit aussi que d'énormes défis persistent. Les tensions géopolitiques planent, la guerre est aux portes de l'Europe, les crises humanitaires sont au cœur du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on peut souligner l'interconnexion entre l'instabilité mondiale et les enjeux environnementaux. Les tensions géopolitiques hantent tout le monde. On pense aux élections en France. Donc, du coup, je vous invite, les Français parmi nous, à renouer votre engagement le dimanche, votre engagement patriotique, mais aussi en Angleterre, dans le monde entier. Donc, je compte sur nous tous
pour atteindre les objectifs de 2030. Atteindre les jalons de matière d'énergie renouvelable est encore réalisable. Nous devons diligenter, sans préempter le débat, penser à des mesures économiques telles que les contrats pour différence, les CFD, les Green Bonds. Et donc, de ce plateau, je remets cette tâche d'orientation, je vous converge toute mon admiration et je prends de vous ce flambeau intergénérationnel pour bâtir un avenir commun. Et je suis à temps. OK. Bonjour. J'ai vécu 23 ans à Londres. Mes 2 enfants sont nés là-bas, donc je me suis levé aujourd'hui avec une grande souris. Ah, la fin de quelque chose. À ce sujet, je vais commencer avec une citation d'un grand poète irlandais. J'ai 2 passeports, américain et irlandais, ça c'est très utile maintenant. W.B. Yeats, La Seconde Venue, 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Et une citation très importante. Le meilleur ne croit plus à rien, les pires se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Mesdames et messieurs, ça c'est aujourd'hui. Tout à fait aujourd'hui. J'ai quelques hypothèses au sujet de la condition humaine. Un, tout est supportable avec un billet à l'écriture, ça c'est personnel. Mais un autre, on se répète. Est-ce que ça c'est en fait la fondation de la condition humaine? On se répète, ça c'est Freud. Par exemple, j'ai une camarade de classe aux États-Unis qui va commencer en juillet son 4e mariage. 4 mariages, ça c'est le triomphe de l'optimisme sous l'expérience. Mais aussi, c'est toujours la même femme. Toujours la même femme. En fait, le décor a changé, le style, la voix, mais toujours une femme passive-agressive. Et je lui ai dit récemment, écoute mon pote, avant le 5e mariage, parce qu'il y aura un 5e mariage, il faut trouver une autre femme passive-agressive et avant, en fait, le mariage, lui donne une maison. Vous connaissez le résultat. Est-ce que c'est la même chose, franchement, avec le monde? Le monde répète les mêmes erreurs politiques. Par exemple, chez moi, aux États-Unis, mon pays si stable et heureux aujourd'hui, tout le monde a oublié, même si pendant la Deuxième Guerre mondiale et après on était la phare de la liberté, mais on a commencé comme une expérience religieuse. Les puritains qui ont fondé la colonie de Massachusetts étaient franchement le Taliban du XVIIe siècle. Franchement, c'était une théocratie féroce. Et la raison pour laquelle les hommes de la lumière qui ont écrit notre Constitution, Madison, Franklin, Jefferson, Adams, ont insisté pour qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État, parce qu'ils ont compris que dans l'âme américaine, il y avait une tendance de la théocratie. OK. Depuis les années 80, depuis l'époque de Reagan, et malheureusement, Reagan est devenu, après Roosevelt, le président le plus influentiel du XXe siècle, malheureusement, ce clown. Le truc, Reagan a commencé à faire un pacte faustien avec des évangélistes, avec des néo-chrétiens. Bush Ier a fait ça, Bush II, c'était franchement un vrai chrétien, comme tous les ex-alcooliques. Oui, toujours. Un copain m'a dit, le problème avec Bush II, il veut boire tout le temps. Ça, c'est le problème, oui. Et il avait raison. Et maintenant, on a M. Trump. M. Trump qui a payé pour une vingtaine des avortements, qui drague des stars de porno, mais en même temps, il est le cheval de Troie pour des néo-chrétiennes. Et petit à petit, on voit, franchement, notre état séculaire dévalué. Surtout avec l'avortement,
j'en suis sûr, le mariage homosexuel sera ciblé, la contraception. Ça va arriver. Mais une autre chose, comme ma compatriote a dit il y a quelques minutes, honnêtement, on voit en même temps la mort de la classe moyenne. Je suis né à Manhattan pendant une période où il y avait une classe moyenne à Manhattan. Mes deux parents sont nés dans deux quartiers populaires dans le Brooklyn. Et maintenant, Manhattan, c'est comme Monaco. C'est une île pour des riches. Mais si l'histoire se répète, regardez la République Weimar, la mort de la classe moyenne, et qu'est-ce que c'est le résultat? On sait ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, et le sujet, ou le mot, c'est la culture, je vais vous montrer en fait la chose la plus dangereuse du monde d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. On est si connectés et tellement déconnectés. Et honnêtement, en fait, on voit de plus en plus la dévaluation et la monétarisation de la culture et de la vie intellectuelle. Et le fait, selon Trump, le Parti républicain, mais beaucoup de partis d'extrême droite partout, les intellectuels sont des élites et la culture, c'est pour des vraies élites. J'ai grandi au début des années 60. Mon grand-père maternel, un juif, je suis juif, était joaillier dans le quartier des Diamants à New York. Il n'a jamais, en fait, gagné son bac. Et il était très fier du fait que tous les jours, il a acheté le New York Times. Il a tout lu et il a un abonnement de club de lecture, 2 livres par mois. Ça, c'est un point de fierté. J'ai eu des grandes-tantes et un grand-oncle qui ont fui les nazis à la fin des années 30, après la nuit des Kristallnacht. Tous les samedis, après Schule, ils ont écouté en fait un opéra direct de Metropolitan Opera sur un grand radio. C'est un de mes souvenirs de mon enfance. Honnêtement, de plus en plus, je pense, franchement, qui lit maintenant? Qui lit maintenant? Quand je regarde quelqu'un, je vis à Paris, quand je regarde quelqu'un avec un livre, pas un de mien, mais un livre, je voudrais l'embrasser. Et si on ne créait pas une nouvelle génération de lecteurs et lectrices, fais attention. Fais attention. C'est intéressant, mon grand-père m'a dit une fois, et je vais juste terminer, je lis pour voyager, parce que c'était un homme qui n'a jamais voyagé. Et quand je lis, je découvre que nous, les êtres humains, continuons de faire des mêmes erreurs stupides. Une blague préférée de mon grand-père, c'est très, très new-yorkais. Qu'est-ce que c'est la différence entre la sensualité et la perversion? La sensualité est avec une plume et la perversion avec le poulet entier. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, les poulets entiers sont partout. Merci. Bon, on a vraiment respecté l'horaire, puisque chacun d'entre eux, et qui est très respectueux du timing, a parlé 12 minutes en moyenne. Merci à vous tous, aux 6. C'était passionnant. On voit la difficulté du sujet, mais franchement, c'était passionnant. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions si faciles que ça à poser.